Dans les registres de vente d'esclaves de Memphis, Tennessee, conservés aux archives nationales, une transaction du 23 juillet 1851 se distingue par son prix exorbitant et les circonstances troubles qui l'entourent. Un homme blanc fortuné paya plus de $8 000 pour un seul esclave, une somme si démesurée qu'elle équivalait au prix de 15 travailleurs robustes. 3 semaines plus tard, ce même acheteur disparut sans laisser de traces, et l'esclave acquis fut retrouvé seul dans une demeure verrouillée de l'intérieur, murmurant des phrases incompréhensibles. Ce qui suivit défie toute logique de l'époque et continue de hanter les historiens qui osent examiner les documents fragmentaires de cette affaire. Avant de plonger dans ce mystère qui a bouleversé Memphis, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et de laisser un commentaire pour nous dire de quelle ville vous nous écoutez. Votre engagement nous permet de continuer à exhumer ces histoires oubliées. Et maintenant, retournons en juillet 1851, dans une ville où le commerce des âmes humaines était une affaire quotidienne, mais où un événement allait bientôt tout remettre en question. Memphis, Tennessee, juillet 1851. La chaleur étouffante de l'été sudiste écrase la ville portuaire, transformant les rues poussiéreuses en fournaises où l'air semble vibrer au-dessus du sol. Le Mississippi coule paresseusement, charriant ses eaux brunes vers la Nouvelle-Orléans, emportant avec lui les rêves et les désespoirs de milliers d'âmes. Memphis n'est pas encore la grande métropole qu'elle deviendra. C'est une ville en pleine expansion, gonflée par le commerce du coton et la traite négrière. Les quais bruissent d'activité du matin au soir. Des bateaux à vapeur accostent quotidiennement, déchargeant des cargaisons de marchandises et d'êtres humains enchaînés. Les maisons de vente aux enchères bordent les rues principales, leurs façades blanchies à la chaux dissimulant mal la violence et la souffrance qui s'y déroulent. La société de Memphis en 1851 est rigidement stratifiée. Au sommet, les planteurs fortunés propriétaires de vastes domaines cotonniers dans l'Arkansas ou le Mississippi. Ils viennent à Memphis pour leurs affaires, descendant dans les hôtels les plus élégants, fréquentant les clubs privés où se négocient les véritables pouvoirs. Juste en dessous, les marchands prospèrent, les avocats, les médecins, une classe moyenne blanche qui aspire à rejoindre l'aristocratie terrienne. Plus bas encore, les petits commerçants, les artisans, les contremaîtres. Et tout en bas de cette pyramide sociale, invisibles et pourtant omniprésents, les esclaves. Le marché aux esclaves de Memphis est l'un des plus importants du Sud. Chaque semaine, des centaines d'hommes, de femmes et d'enfants sont exposés, examinés, vendus comme du bétail. Les acheteurs palpent les muscles, inspectent les dents, scrutent les regards pour évaluer la docilité ou détecter la rébellion potentielle. C'est un commerce brutal, régi par des lois implacables et une mentalité qui refuse de voir l'humanité de ceux qu'elle a servis. Parmi les figures respectables de Memphis se trouve Nathaniel Creswell, un homme de 42 ans dont la fortune provient du commerce de bois et de l'immobilier. Creswell n'est pas planteur. Il ne possède que 2 esclaves domestiques, un nombre modeste pour un homme de sa richesse. Il habite une élégante demeure de style néo-grec sur Adams Avenue, une rue bordée de magnolias où résident les familles les plus en vue de la ville. Nathaniel Creswell est connu pour sa discrétion. Veuf depuis 4 ans, sans enfant, il mène une existence retirée, gérant ses affaires avec efficacité mais sans ostentation. Il est membre de l'église épiscopale, contribue généreusement aux œuvres de charité locales et entretient des relations cordiales mais distantes avec ses pairs. Les voisins le décrivent comme courtois, réservé, parfois mélancolique. Personne ne soupçonne les tempêtes qui grondent sous cette façade de respectabilité. La demeure Creswell elle-même reflète cette retenue. Construite en 1846, elle présente une façade symétrique avec 6 colonnes corinthiennes soutenant un portique imposant. Les volets verts contrastent avec les murs blancs immaculés. À l'intérieur, les pièces sont meublées avec goût mais sans extravagance. Bibliothèque tapissée de volumes reliés en cuir,
salon avec pianoforte rarement joué depuis la mort de Madame Cresswell, salle à manger où l'argenterie familiale repose dans des vitrines fermées à clé. Les domestiques de Cresswell, Esther, une femme d'âge mûr qui supervise la cuisine, et Samuel, un homme dans la cinquantaine qui s'occupe de l'entretien général, vivent dans des quartiers séparés à l'arrière de la propriété. Ils bénéficient d'un traitement relativement humain comparé à d'autres esclaves urbains, bien que leurs conditions demeurent celles de la servitude totale. Esther dira plus tard aux enquêteurs que son maître était juste mais distant, qu'il ne criait jamais, qu'il semblait habité par une tristesse permanente depuis le décès de son épouse. En ce début d'été 1851, rien ne laisse présager le drame qui va bouleverser la tranquillité apparente de cette existence ordonnée. Le 23 juillet 1851 commence comme n'importe quel autre jour de vente aux enchères chez Bolton & Associates, la principale maison de courtage d'esclaves de Memphis. L'établissement occupe un bâtiment de briques rouges sur Front Street, à quelques pas seulement des quais du Mississippi. Une cour intérieure sert d'espace d'exposition, entourée de galeries couvertes, où les acheteurs potentiels peuvent examiner la marchandise à l'abri du soleil accablant. Ce matin-là, Harold Bolton, le propriétaire de la maison de courtage, supervise personnellement l'arrivée d'un convoi en provenance de Virginie. 37 esclaves, principalement des hommes jeunes destinés aux plantations, quelques femmes avec de jeunes enfants. Mais c'est le 38e qui attire immédiatement son attention. Le jeune homme qui descend du chariot se distingue radicalement des autres captifs. Il est grand, plus de 6 pieds, avec une musculature élégante plutôt que massive. Sa peau est d'un brun clair lumineux, suggérant un métissage complexe. Mais ce sont surtout ses traits qui captivent. Visage finement ciselé, pommettes hautes, nez droit, lèvres bien dessinées. Ses yeux, d'un brun doré inhabituel, possèdent une intensité troublante. Ses cheveux ondulés, plus longs que la norme pour les esclaves masculins, encadrent son visage avec une grâce presque aristocratique. Bolton comprend immédiatement qu'il tient là une acquisition exceptionnelle. Les fancy slaves, ces esclaves jugés particulièrement beaux ou raffinés, se vendent toujours à des prix élevés, particulièrement lorsqu'ils sont destinés à devenir domestiques de maison ou, dans des cas moins avouables, compagnons personnels. Ce jeune homme pourrait rapporter une fortune. Les documents qui accompagnent le convoi identifient l'esclave comme Gabriel, 22 ans, mulâtre, élevé dans la maison, lettré, sans marque de discipline. Son propriétaire précédent, un certain Edward Langford de Richmond, l'a vendu pour des raisons non spécifiées. Une vague mention de réorganisation de la propriété qui ne trompe personne dans le métier. Les esclaves de maison sont rarement vendus, à moins qu'il n'y ait eu un problème. Bolton fait conduire Gabriel dans une cellule séparée, loin des autres esclaves. Il veut le préparer pour une vente privée plutôt qu'une enchère publique. Ce genre de transaction discrète attire une clientèle particulière, prête à payer des sommes considérables pour acquérir ce que d'autres ne peuvent obtenir. Le soir même, Bolton fait circuler discrètement la nouvelle parmi ses clients les plus fortunés. Un spécimen exceptionnel vient d'arriver, disponible pour inspection privée, prix à débattre, mais il faudra compter plusieurs milliers de dollars. Nathaniel Cresswell reçoit la notification le lendemain matin, 24 juillet. Le messager de Bolton lui remet un billet rédigé sur papier épais. « Monsieur Cresswell, j'ai l'honneur de vous informer de l'arrivée d'un article remarquable qui pourrait convenir à un gentleman de votre distinction. Seriez-vous disponible pour une visite privée cet après-midi? Votre discrétion est assurée. H. Bolton. » Cresswell lit le message, le relit, puis le brûle dans la cheminée de son bureau. Il hésite. Il n'a aucun besoin d'un troisième esclave domestique. Esther et Samuel suffisent amplement à l'entretien de sa demeure. Pourtant, quelque chose dans la formulation de Bolton, un article remarquable, éveille sa curiosité. À 3 heures de l'après-midi, sous un soleil de plomb, Nathaniel Cresswell pousse la porte de la maison Bolton & Associates. Le courtier le reçoit personnellement, avec une déférence calculée. Ils échangent les politesses d'usage, discutent brièvement des cours du coton et de la situation politique.
Les tensions entre Nord et Sud s'intensifient. La loi sur les esclaves fugitifs de 1850 provoque des remous, mais Memphis reste fermement ancré dans l'économie esclavagiste. Puis Bolton conduit Cresswell vers l'arrière du bâtiment, dans une pièce privée où les clients fortunés peuvent examiner les esclaves de valeur, loin des regards indiscrets. La pièce est petite, meublée simplement d'une table et de quelques chaises. Une fenêtre haute laisse filtrer la lumière de l'après-midi. Un instant, monsieur Cresswell, je vais le faire venir, dit Bolton avant de disparaître. Nathaniel attend, debout près de la fenêtre, observant la poussière danser dans les raies de lumière. Il entend des pas, une porte qui s'ouvre. Il se retourne. Gabriel entre dans la pièce. Ce qui se produit alors dans l'esprit de Nathaniel Cresswell ne peut être décrit qu'en termes de bouleversement total. Plus tard, il tentera de rationaliser ce moment, de lui trouver des explications acceptables. Mais sur l'instant, il ne ressent qu'une onde de choc qui traverse tout son être. Ce n'est pas simplement la beauté physique de Gabriel, bien que celle-ci soit indéniable. C'est quelque chose de plus profond, de plus troublant. La manière dont le jeune homme se tient, avec une dignité qui transcende sa condition. L'intelligence visible dans son regard, qui ne baisse pas les yeux comme on l'a sans doute dressé à le faire. Une présence qui remplit la pièce, qui défie la hiérarchie raciale censée régir chaque interaction. Nathaniel se rend compte qu'il est resté silencieux trop longtemps. Bolton l'observe avec un sourire entendu. Remarquable, n'est-ce pas? Gabriel ici présent a été élevé dans une des meilleures maisons de Richmond. Il lit couramment, écrit une main impeccable, connaît les bonnes manières de la société. Il peut servir à table, gérer une garde-robe, tenir des comptes domestiques. Un véritable trésor pour un gentleman qui apprécie le raffinement. Bolton continue son boniment commercial, mais Nathaniel n'écoute plus. Il observe Gabriel, et Gabriel l'observe en retour. Un instant fugace, une connexion qui ne devrait pas exister, qui viole toutes les règles sociales de Memphis en 1851. « Combien ?» demande Nathaniel, sa voix plus rauque qu'il ne le voudrait. Bolton perçoit l'intérêt, l'urgence à peine contenue. Il a fait ce métier assez longtemps pour reconnaître un client prêt à payer n'importe quel prix. Pour un spécimen de cette qualité, je ne peux accepter moins de 5 000 $, monsieur Cresswell. C'est un investissement exceptionnel, vous comprenez? 5 000 $. Une somme astronomique. Avec cette somme, on pourrait acheter une petite plantation avec une douzaine d'esclaves. Nathaniel hésite, non pas à cause du prix, mais parce qu'il comprend que franchir ce seuil changera irrémédiablement le cours de son existence. 6 000, dit-il finalement. 6 000 $, et je l'emmène aujourd'hui. Un silence stupéfait s'installe. Bolton n'en croit pas ses oreilles. Jamais un esclave ne s'est vendu à un tel prix à Memphis. Gabriel lui-même, pour la première fois depuis son entrée dans la pièce, trahit une émotion, un léger froncement de sourcils, comme s'il essayait de comprendre ce qui se joue. Monsieur Cresswell, c'est extrêmement généreux. Naturellement, j'accepte, nous pourrons finaliser les papiers dans la soirée. Non, interrompt Nathaniel, maintenant. Je veux finaliser la transaction maintenant. Bolton s'affaire, comprenant qu'il vient de réaliser la vente de sa carrière. Il fait préparer les documents, appelle son clerc pour servir de témoin. En moins d'1 heure, l'acte de vente est rédigé, signé, scellé. Nathaniel paye en lettres de crédit tirées sur la Memphis Bank and Trust Company. 6 000 $ pour un seul être humain. Alors que le soleil commence à décliner, Nathaniel Cresswell quitte Bolton & Associates avec Gabriel marchant 3 pas derrière lui, comme il sied à un esclave. Mais dans les yeux des rares passants qui les croisent, on peut lire une surprise, une curiosité malsaine. Le bruit de cette transaction extraordinaire se répandra comme une traînée de poudre dans les cercles de Memphis. Ce que personne ne sait encore, c'est que cette vente marque le début d'une énigme qui hantera la ville pendant des décennies. Les 3 premières semaines d'août 1851, à la demeure, Cresswell se déroule dans un silence épais, troublé seulement par les murmures grandissants du voisinage.
Esther et Samuel, les deux esclaves domestiques présents bien avant l'arrivée de Gabriel, observent avec une inquiétude croissante les changements qui s'opèrent dans leur maître et dans l'atmosphère de la maison. Gabriel ne dort pas dans les quartiers des esclaves, à l'arrière de la propriété. Nathaniel lui a attribué une chambre au 2e étage de la demeure principale, une pièce auparavant réservée aux invités de marque. Cette décision à elle seule constitue une transgression sociale majeure. À Memphis en 1851, les esclaves domestiques dorment dans des dépendances séparées, jamais sous le même toit que leur maître, et certainement pas dans des chambres d'invités. Esther confiera plus tard, lors d'un interrogatoire mené par le shérif adjoint William Hendricks, que son maître avait changé du jour au lendemain. « Il ne mangeait presque plus, monsieur. Je préparais ses plats préférés, mais les assiettes revenaient à peine touchées. Il passait des heures enfermé dans son bureau avec Gabriel. Ils parlaient. Je ne comprenais pas de quoi, mais j'entendais leur voix à travers la porte. Des conversations longues, comme entre égaux, ce n'était pas naturel, eux. Samuel, lui, se montrera plus réticent lors de son témoignage, pesant chaque mot avec la prudence d'un homme qui sait que sa propre survie dépend de ne pas trop en dire. Monsieur Cresswell était toujours bon avec moi, depuis 10 ans que je le sers. Mais après l'arrivée de Gabriel, il semblait ailleurs, distrait. Il oubliait de me donner des instructions, ce qui ne lui ressemblait pas. Et il souriait parfois, ce qui était rare depuis la mort de madame. C'était un sourire étrange, comme tourmenté. Les voisins commencent à remarquer des détails dérangeants. Madame Eleanor Fitzgerald, qui habite la demeure voisine, rapportera avoir vu Gabriel assis dans le jardin en fin d'après-midi, non pas en train de travailler, mais simplement installé dans un fauteuil en rotin, un livre à la main. « J'ai cru halluciner », dira-t-elle lors d'un rassemblement de dames de la bonne société organisé après la disparition. Un esclave, lisant tranquillement dans le jardin de son maître, comme s'il était en visite. J'ai failli envoyer mon mari parler à Monsieur Cresswell, mais nous ne voulions pas nous mêler de ce qui ne nous regardait pas. Le révérend Thomas Caldwell, pasteur de l'église épiscopale que fréquente Nathaniel, tentera de rendre visite à son paroissien le 5 août. Il sera reçu brièvement à la porte, Nathaniel expliquant qu'il ne se sent pas bien, qu'il préfère rester seul. Le révérend notera dans son journal personnel: « J'ai perçu une agitation dans les yeux de Nathaniel que je n'avais jamais vue auparavant, comme un homme déchiré entre le devoir et le désir. J'ai prié pour son âme ce soir-là. Mais c'est surtout dans les cercles commerciaux de Memphis que les rumeurs deviennent plus précises et plus venimeuses. Dans le club privé où se réunissent les hommes d'affaires, dans les salons enfumés où l'on discute politique et commerce, le nom de Nathaniel Cresswell est prononcé avec un mélange de dérision et de dégoût. James Rutherford, banquier et associé commercial de Nathaniel, racontera qu'il a croisé Cresswell sur Front Street le 10 août. Je l'ai salué, je lui ai demandé des nouvelles de ses affaires. Il m'a répondu de manière incohérente, comme s'il ne m'écoutait pas vraiment. Ses yeux étaient cernés, son costume froissé, lui qui était toujours d'une élégance irréprochable. J'ai tenté de lui parler d'une opportunité d'investissement dans une scierie, mais il s'est excusé brusquement et s'est éloigné. J'ai compris à ce moment que quelque chose de grave se passait. Le docteur Ezra Pemberton, médecin personnel de la famille Cresswell, sera convoqué le 12 août par Esther, inquiète de l'état de son maître. Nathaniel refusera de le recevoir, prétextant une simple fatigue. Pemberton insistera, frappera à la porte du bureau, suppliera Nathaniel de le laisser entrer. Finalement, la porte s'ouvrira de quelques centimètres. Le médecin apercevra brièvement l'intérieur de la pièce. Des papiers éparpillés, des bouteilles de whisky vides, et assis dans un fauteuil près de la fenêtre, Gabriel, observant la scène avec une expression indéchiffrable. « Tout va bien, docteur, je vous assure », dira Nathaniel d'une voix tendue. « J'ai simplement besoin de repos. Je vous remercie de votre sollicitude. » La porte se refermera avant que Pemberton ne puisse protester. Ces 3 semaines voient aussi un autre phénomène troublant. Nathaniel Cresswell commence à liquider certains de ses actifs.
Le 15 août, il vend 3 propriétés qu'il possédait dans le centre de Memphis. Le 18 août, il se retire d'une société de commerce de bois dont il était actionnaire principal. Ces transactions, réalisées dans l'urgence et à des prix désavantageux, intriguent ses partenaires commerciaux. Pourquoi un homme d'affaires avisé bradait-il ainsi sa fortune? Les rumeurs les plus scandaleuses commencent à circuler dans les tavernes et les marchés. On murmure que Nathaniel Creswell est tombé sous le charme de son esclave, qu'il a perdu la raison, qu'il complote quelque chose d'inavouable. Certains évoquent l'abolitionnisme. Peut-être Creswell prépare-t-il une fuite vers le nord avec Gabrielle. D'autres suggèrent des relations contre nature, utilisant des termes crus que la bienséance victorienne réprouve, mais que les hommes emploient entre eux. Harold Bolton, le courtier qui a vendu Gabrielle à Creswell, entend ces rumeurs et commence à s'inquiéter. Une transaction de cette ampleur attire l'attention, et si elle est associée à un scandale, cela pourrait nuire à sa réputation commerciale. Il envisage de rendre visite à Creswell pour s'assurer que tout va bien, mais il hésite. Après tout, Gabrielle est maintenant propriété légale de Nathaniel. Ce qui se passe dans cette demeure ne regarde plus personne. Le 20 août, un incident vient attiser encore davantage les soupçons. Un jeune livreur, apportant du charbon à la demeure Creswell, rapportera avoir entendu de la musique venant de l'intérieur, du piano, joué avec maîtrise. Il s'arrêtera pour écouter, fasciné par la mélodie mélancolique qui s'échappe des fenêtres fermées. Puis il percevra 2 voix chantant en harmonie. 2 voix masculines, l'une grave, l'autre plus claire. Quand il racontera cela à ses collègues, personne ne voudra le croire. Un blanc et son esclave, chantant ensemble, impossible. Le jeune homme sera traité de menteur, d'ivrogne. Mais son témoignage sera consigné plus tard dans les rapports de l'enquête, ajoutant une pièce supplémentaire au puzzle incompréhensible. Le soir du 21 août, Esther décidera de parler franchement à son maître. Elle le trouvera dans le salon, assis près de la cheminée éteinte malgré la chaleur. Gabrielle se tiendra près de la fenêtre, contemplant la rue plongée dans l'obscurité. « Monsieur Creswell », commencera Esther d'une voix tremblante, « pardonnez-moi, mais je dois vous parler. Les gens jasent, monsieur. Ils disent des choses terribles. Je m'inquiète pour vous, pour votre réputation. Ce qui se passe ici, ce n'est pas correct, monsieur, vous le savez. » Nathaniel la regardera longuement, et Esther verra des larmes retenues dans ses yeux. « Je sais, Esther. Crois-moi, je sais. Mais certaines choses sont plus fortes que la raison, plus fortes que les conventions. Va te coucher, tout ira bien. » Mais Esther sentira dans sa voix que rien ne va bien, que quelque chose d'irréparable est en train de se produire. Le 22 août au soir, Nathaniel Creswell écrira 2 lettres. L'une adressée à son notaire, maître Jonathan Devereaux, contenant des instructions concernant la gestion de ses biens. L'autre, plus longue, dont le destinataire n'est pas précisé. Ces lettres ne seront jamais envoyées. Elles seront retrouvées dans le bureau de Creswell après sa disparition, et leur contenu déclenchera une onde de choc dans toute la société de Memphis. Mais nous n'en sommes pas encore là, car le 23 août 1851, exactement 1 mois après l'achat de Gabrielle, quelque chose va se produire qui transformera ce qui n'était encore qu'un scandale potentiel en mystère insoluble. Si cette histoire vous donne des frissons, prenez un instant pour aimer cette vidéo et laissez un commentaire en disant ce que vous pensez qu'il s'est réellement passé. Vos théories enrichissent toujours nos enquêtes sur ces mystères oubliés. Et maintenant, continuons vers ce qui allait devenir l'une des énigmes les plus troublantes de Memphis. Le matin du 23 août 1851 se lève sur Memphis dans une chaleur encore plus accablante que les jours précédents. L'air est épais, saturé d'humidité, annonçant peut-être un orage pour la soirée. Les habitants vaquent à leurs occupations habituelles, inconscients que ce jour marquera un tournant dans l'histoire de leur ville. À la demeure Creswell, Esther se réveille à l'aube comme à son habitude. Elle allume le feu dans la cuisine, prépare le café, commence à cuisiner le petit déjeuner. Mais vers 7 heures, elle remarque que son maître n'est pas descendu.
lui qui d'ordinaire se lève tôt pour lire le journal dans son bureau. Elle attend. 8 heures passent, puis 9 heures. Toujours aucun signe de Nathaniel ni de Gabriel. Samuel, qui s'occupait du jardin, entre dans la cuisine et demande si le maître a donné des instructions pour la journée. Esther secoue la tête, de plus en plus inquiète. À 10 heures, elle se décide à monter à l'étage. Elle frappe doucement à la porte de la chambre de son maître. Pas de réponse. Elle frappe plus fort. « Monsieur Cresswell, monsieur, êtes-vous souffrant ?» Le silence lui répond. Esther hésite, puis tourne la poignée. La porte est fermée à clé de l'intérieur. Elle va frapper à la porte de la chambre de Gabriel. Même silence, même porte verrouillée. Une angoisse sourde commence à l'envahir. Elle descend chercher Samuel, lui explique la situation. Ensemble, ils retournent à l'étage. Samuel frappe énergiquement aux 2 portes, appelant d'abord son maître puis Gabriel. Rien. Il faut enfoncer les portes, dit finalement Samuel, conscient qu'il prend là une décision grave. Un esclave ne détruit pas la propriété de son maître, mais l'inquiétude l'emporte sur la prudence. Il commence par la chambre de Nathaniel. Samuel donne plusieurs coups d'épaule dans la porte, qui finit par céder dans un craquement de bois. La pièce est vide. Le lit n'a pas été défait. Les fenêtres sont fermées de l'intérieur, les rideaux tirés. Aucun signe de lutte ou de désordre. Simplement, l'absence. Il se précipite vers la chambre de Gabriel. Cette porte est plus solide, mais Samuel parvient finalement à la forcer. Et là, ils découvrent une scène qui les figera sur place. Gabriel est là, assis par terre dans un coin de la chambre, adossé au mur. Ses yeux sont ouverts mais ne semblent rien voir. Il marmonne des mots incompréhensibles, une litanie continue prononcée dans un murmure. Son visage est blême, ses mains tremblent légèrement. « Gabriel !» appelle Esther. « Gabriel, où est le maître ?» Le jeune homme ne réagit pas. Il continue à murmurer, son regard fixé sur un point invisible devant lui. Samuel s'approche prudemment, s'accroupit devant Gabriel. « Gabriel, c'est Samuel. Tu m'entends? Qu'est-ce qui s'est passé? Où est Monsieur Cresswell ?» Pour la première fois, Gabriel semble prendre conscience de leur présence. Ses yeux se focalisent lentement sur Samuel, puis sur Esther. Et il prononce alors une phrase qui glacera le sang des 2 esclaves. « Il est parti. Il a choisi de partir, et je ne peux pas le suivre. » Esther et Samuel échangent un regard terrorisé. « Partir? Partir où? Et pourquoi Gabriel parle-t-il ainsi, comme si son maître avait fait un choix délibéré? » Ils explorent rapidement le reste de la maison. Toutes les portes sont verrouillées de l'intérieur, toutes les fenêtres sont fermées. Il n'y a aucune trace d'effraction, aucun signe que quelqu'un soit entré ou sorti pendant la nuit. Le bureau de Nathaniel est en ordre, ses affaires personnelles à leur place. Ses vêtements sont dans son armoire, ses chaussures rangées. Même sa montre à gousset en or, héritée de son père, repose sur la commode de sa chambre. C'est comme si Nathaniel Cresswell s'était évaporé. Samuel, conscient de la gravité de la situation, prend une décision. « Je vais chercher le shérif. Reste avec Gabriel, ne le laisse pas seul. » Il sort en courant, tandis qu'Esther reste dans la chambre, observant Gabriel qui a recommencé à murmurer ces phrases incompréhensibles. Le shérif Timothy Hollis arrive 1 heure plus tard, accompagné de son adjoint William Hendricks et d'un médecin, le docteur Marcus Shelby. Ils examinent les lieux méthodiquement. Hollis, un homme robuste dans la 50aine, a vu beaucoup de choses dans sa carrière, mais cette affaire le déroute dès le départ. Toutes les issues sont effectivement fermées de l'intérieur. Les serrures sont intactes. Aucune fenêtre n'a été forcée. L'argenterie est dans son coffret. Les bijoux de feu Madame Cresswell dans sa boîte à bijoux. Si quelqu'un était entré pour commettre un crime, pourquoi ne rien voler? Et comment serait-il sorti en laissant tout verrouillé de l'intérieur? Le docteur Shelby examine Gabriel. Le jeune homme ne présente aucune blessure physique, aucun signe d'intoxication apparente, mais son état mental est préoccupant. Il répond aux questions par des phrases énigmatiques, parfois incohérentes. « Où est Monsieur Cresswell ?» demande le shérif. « Il est parti », répond Gabriel de la même voix monocorde.
Il a fait le seul choix possible. Parti où? Là où je ne peux pas aller. Là où personne ne peut me suivre. Vous l'avez tué? Pour la première fois, une émotion traverse le visage de Gabriel. Quelque chose entre l'horreur et la tristesse infinie. Non, non, je ne pourrai jamais. Il était tout. Hendrix, l'adjoint, suggère que Gabriel soit arrêté immédiatement et interrogé sous la contrainte. Mais le shérif Hollis hésite. Il n'y a aucune preuve de crime, pas de corps, pas de sang, pas de mobile apparent. Et Gabriel, techniquement, est une propriété. On ne peut pas le torturer sans l'accord de son propriétaire. Et son propriétaire a disparu. Il décide de placer Gabriel en détention provisoire dans une cellule du bureau du shérif, en attendant d'y voir plus clair. Le jeune homme ne résiste pas, se laisse emmener comme un automate. Les jours suivants voient Memphis plongé dans une effervescence malsaine. La nouvelle de la disparition se répand à une vitesse stupéfiante. Les rumeurs, déjà nombreuses avant le 23 août, deviennent incontrôlables. On parle de meurtres, de fuites, de pactes diaboliques, de malédictions. Une perquisition approfondie de la demeure Creswell est organisée le 24 août. Une équipe fouille chaque pièce, chaque placard, chaque recoin. Il découvre dans le bureau de Nathaniel les 2 lettres non envoyées. La première, adressée au notaire, contient des instructions financières complexes. Mais c'est la seconde qui provoque un choc. La lettre, rédigée dans une écriture tremblante, commence ainsi. « À celui qui découvrira ces lignes, je sais que ce que j'écris ici sera jugé comme la confession d'un fou ou d'un dépravé. Peut-être les deux. Mais je dois coucher sur papier la vérité de ce qui m'est arrivé, ne serait-ce que pour tenter de me comprendre moi-même. Quand j'ai vu Gabriel pour la première fois, le 23 juillet dernier, j'ai compris qu'une partie de moi-même que j'avais toujours réprimée, enfouie sous des années de devoir et de respectabilité, venait de se réveiller avec une violence inouïe. Je ne peux nommer ce sentiment autrement que par son nom véritable, l'amour. Un amour que notre société considère comme le plus abominable des péchés, comme une perversion de la nature elle-même. J'ai essayé de me raisonner. J'ai prié. J'ai tenté d'étouffer ce feu qui me consumait. Mais chaque jour passé en sa présence ne faisait qu'intensifier ce que je ressentais. Gabriel n'est pas seulement beau. Il est intelligent, cultivé, doté d'une âme qui transcende les chaînes de sa condition. Nous avons parlé de poésie, de philosophie, de musique. J'ai découvert un esprit qui était l'égal du mien. Non, qui le surpassait souvent. Et le plus troublant, le plus impossible de tous les faits, je crois qu'il ressent la même chose. Je l'ai vu dans ses yeux, dans ces moments volés où nous oublions qui nous sommes censés être l'un pour l'autre. Maître et esclave, blanc et noir. Ces catégories qui régissent chaque aspect de notre société se dissolvent quand nous sommes seuls. Mais nous ne pouvons être seuls. Le monde ne nous laissera jamais en paix. Déjà, je sens les regards, j'entends les murmures. Bientôt, ils viendront. Ils me déclareront fou, ils m'interneront peut-être. Ou pire, ils s'en prendront à Gabriel, le puniront pour un crime qui est entièrement le mien, celui d'avoir osé le voir comme un être humain digne d'amour. J'ai donc pris une décision que beaucoup jugeront comme de la lâcheté, mais qui me semble être le seul chemin vers une forme de paix. La lettre s'arrête là, inachevée, comme si Nathaniel avait été interrompu, ou comme s'il n'avait pas trouvé les mots pour exprimer ce qu'il envisageait. Le shérif Hollis garde cette lettre sous clé, conscient qu'elle pourrait déclencher un scandale encore plus grand. Mais des copies circulent, certains membres de l'équipe de perquisition ayant lu le document avant qu'il ne soit confisqué. Bientôt, tout Memphis connaît son contenu. Les réactions sont violentes et variées. Pour beaucoup, cette lettre confirme les pires soupçons. Nathaniel Creswell était un perverti, corrompu par des désirs contre nature. Certains réclament que Gabriel soit pendu immédiatement.
le tenant responsable d'avoir ensorcelé son maître. D'autres, plus prudents, y voient la confession d'un homme ayant perdu la raison et estiment qu'on devrait chercher Nathaniel dans les asiles d'aliénés de la région. Une minorité, principalement composée de quelques intellectuels et de rares voix progressistes, y lit une tragédie humaine. Un homme piégé entre son désir authentique et l'impossibilité absolue de le vivre dans une société esclavagiste. Mais ces voix sont rapidement réduites au silence par la majorité scandalisée. Le révérend Caldwell organise une réunion d'urgence du conseil paroissial. La question est posée. Comment l'Église doit-elle réagir face à cette abomination? Certains membres réclament que Nathaniel Creswell soit excommunié à titre posthume, car tout le monde commence à supposer qu'il est mort, d'une manière ou d'une autre. D'autres plaident pour la prière et la compassion envers un homme visiblement tourmenté. Pendant ce temps, dans sa cellule, Gabriel demeure dans un état semi-catatonique. Le docteur Shelby lui rend visite quotidiennement, tente de percer le mystère de son mutisme obstiné. Parfois, Gabriel laisse échapper des fragments de phrases. Il a choisi la seule liberté possible. Il m'a demandé de vivre pour deux. Je ne peux pas dire où il est, parce que je ne sais pas si c'est un lieu ou un état. Ces paroles énigmatiques ne font qu'épaissir le mystère. Elles suggèrent que Gabriel en sait plus qu'il ne le dit, mais son état mental rend impossible tout interrogatoire cohérent. Le 27 août, une découverte vient compliquer encore l'enquête. En fouillant plus minutieusement le bureau de Nathaniel, on trouve un double fond dans un tiroir. À l'intérieur, une liasse de documents qui révèlent une information stupéfiante. Nathaniel Creswell avait entrepris des démarches pour affranchir Gabriel. Les papiers, datés du 20 août, montrent que Nathaniel avait consulté 3 avocats différents sur la procédure légale pour libérer un esclave. Dans le Tennessee de 1851, c'est théoriquement possible, mais extrêmement complexe. Il faut prouver que l'esclave a rendu des services méritoires, obtenir l'approbation d'un tribunal et garantir que l'affranchi quittera l'État dans un délai de 12 mois. Nathaniel avait manifestement l'intention de libérer Gabriel et de partir avec lui vers un État du Nord où leur relation, bien qu'encore scandaleuse, serait moins dangereuse. Il avait même identifié plusieurs villes possibles, Philadelphie, Boston, New York. Des lieux où des communautés de Noirs libres existaient, où 2 hommes pourraient peut-être vivre dans une relative discrétion. Mais quelque chose avait empêché la réalisation de ce plan. Quoi exactement? Nathaniel avait-il perdu courage au dernier moment? Avait-il compris que même dans le Nord, il ne serait jamais vraiment libre du poids social? Ou s'était-il produit autre chose? Quelque chose de plus sinistre? Le notaire Jonathan Devereaux, convoqué pour son témoignage, confirmera que Nathaniel était venu le voir le 20 août pour discuter de questions successorales. Il semblait préoccupé par l'avenir de ses biens. Il m'a demandé ce qui adviendrait de ses esclaves si jamais ils venaient à disparaître sans héritier. J'ai trouvé la question étrange, mais je lui ai expliqué qu'il ferait partie de la succession et serait probablement vendu aux enchères pour régler ses dettes éventuelles. Il a paru troublé par cette réponse. Cette information jette un éclairage nouveau. Si Nathaniel disparaissait ou mourait, Gabriel redeviendrait simplement une propriété à liquider. À moins que... Le shérif Hollis commence à explorer une théorie différente. Et si Nathaniel avait simulé sa disparition? S'il s'était échappé de sa propre maison d'une manière encore inexpliquée, laissant Gabriel derrière lui volontairement? Mais cette théorie se heurte à un obstacle majeur. Comment sortir d'une maison dont toutes les issues sont verrouillées de l'intérieur? Des experts sont consultés. Un serrurier examine toutes les serrures. Aucune n'a été trafiquée. Un architecte étudie les plans de la maison. Il n'y a pas de passage secret ou de sortie dérobée. Un enquêteur spécialisé dans les crimes complexes, venu de Nashville, inspecte chaque fenêtre. Toutes étaient fermées de l'intérieur, les loquets en place. C'est un mystère digne d'une chambre close, comme dans ces romans policiers qui commencent à se populariser en Angleterre. Sauf que ce n'est pas de la fiction. C'est Memphis, Tennessee, 1851,
Et un homme fortuné s'est littéralement évaporé de sa propre maison. Le mois de septembre 1851 voit l'affaire Creswell prendre une dimension qui dépasse largement Memphis. Les journaux de Nashville, de Louisville, même de la Nouvelle-Orléans, publient des articles sur le mystère de l'esclave enchanté ou la disparition inexplicable du marchand amoureux. Les détails sont souvent sensationnalisés, déformés, mais le cœur de l'histoire reste. Un homme blanc respectable a disparu après avoir acheté un esclave d'une beauté extraordinaire pour une somme scandaleuse, et le seul témoin refuse ou ne peut pas expliquer ce qui s'est passé. À Memphis, l'atmosphère devient de plus en plus tendue. La communauté blanche se divise entre ceux qui veulent lyncher Gabriel comme coupable évident et ceux qui reconnaissent l'absence totale de preuves. Le maire Hamilton Crawford organise une réunion publique pour calmer les esprits et réaffirmer la nécessité de respecter la loi, même quand le suspect est un esclave. Mais les pressions sur le shérif Hollis deviennent insoutenables. Des pétitions circulent, réclamant qu'on fasse parler Gabriel par tous les moyens nécessaires. Certains propriétaires d'esclaves commencent à s'inquiéter. Si Gabriel a réellement tué ou fait disparaître son maître, cela pourrait inspirer d'autres esclaves à se rebeller. L'ordre social lui-même semble menacé. Le 10 septembre, une tentative de lynchage est déjouée de justesse. Une foule d'une cinquantaine d'hommes, pour la plupart ivres, tente de forcer les portes du bureau du shérif pour s'emparer de Gabriel. Hollis et ses adjoints parviennent à disperser la foule en tirant des coups de feu en l'air. Mais l'incident révèle la fragilité de la situation. Gabriel lui-même semble émerger lentement de son état catatonique. Le docteur Shelby note une amélioration progressive. Le jeune homme recommence à manger normalement, à répondre de façon plus cohérente aux questions. Mais sur l'essentiel, ce qui s'est passé le 23 août au matin, il reste muré dans un silence obstiné. Le 12 septembre, le docteur Shelby obtient l'autorisation de mener un interrogatoire plus approfondi en présence du shérif Hollis et d'un sténographe judiciaire nommé Peter Whitfield. Cette conversation, retranscrite mot à mot, deviendra l'un des documents les plus troublants de l'affaire. Extrait de l'interrogatoire du 12 septembre 1851. Docteur Shelby, Gabriel, vous comprenez que vous êtes dans une situation très grave. Des gens vous accusent d'avoir fait du mal à Monsieur Creswell. Pour votre propre bien, vous devez nous dire ce qui s'est passé. Gabriel, je n'ai fait aucun mal à Nathaniel, jamais je ne lui aurais fait de mal. Shérif Hollis, Nathaniel, vous l'appeliez par son prénom? Gabriel, après une longue pause. Oui, quand nous étions seuls, il insistait. Il disait que les titres de maître et d'esclave étaient des mensonges que la société nous forçait à porter. Docteur Shelby, décrivez-nous vos relations avec Monsieur Creswell. Gabriel, nous parlions, beaucoup, de tout. Il m'a appris qu'il avait étudié la philosophie dans sa jeunesse, qu'il aimait Platon et les poètes romantiques. Je lui ai récité des poèmes que j'avais mémorisés quand j'étais encore en Virginie. Il jouait du piano, je chantais parfois. C'était comme si nous avions toujours été destinés à nous rencontrer. Shérif Hollis, cette lettre qu'il a écrite, vous l'avez lue, Gabriel? Non, mais je sais ce qu'elle contient, probablement. Nathaniel m'avait dit qu'il voulait tout avouer, tout écrire. Il disait que c'était la seule façon de rendre réel ce qui nous arrivait. Docteur Shelby, et qu'est-ce qui vous arrivait exactement? Gabriel, les larmes commençant à couler. Nous sommes tombés amoureux. Je sais que c'est impossible. Je sais que même prononcer ces mots pourrait me coûter la vie. Mais c'est la vérité. Nathaniel m'aimait, et je l'aimais. Pas comme un maître et son esclave, comme deux âmes qui se reconnaissent. Shérif Hollis, les lois de Dieu et des hommes condamnent ce genre de relation. Gabriel, je sais. Nathaniel le savait aussi. C'est ce qui le torturait. Il voulait trouver une solution, un moyen pour que nous puissions être ensemble sans mettre nos vies en danger. Il avait parlé de me libérer, de partir vers le nord. Docteur Shelby, alors pourquoi ne l'a-t-il pas fait? Gabriel, longue pause, regard dans le vide.
Parce qu'il a compris que ce ne serait jamais suffisant. Même libres, même au nord, nous serions toujours en fuite, toujours cachés. Il disait qu'il ne voulait pas me condamner à une vie de mensonge. Shérif Hollis, alors qu'a-t-il fait? Gabriel, il a choisi la seule forme de liberté qu'il pensait pouvoir atteindre. Dr Shelby, vous parlez de suicide? Gabriel secoue la tête violemment. Non, pas suicide, pas vraiment. Il appelait ça une dissolution volontaire. Il avait lu des textes mystiques, des philosophes qui parlaient de transcender le corps, de s'affranchir des limites de l'existence matérielle. Shérif Hollis, impatient, parlait clairement, bon sang. Qu'est-ce qu'il a fait? Gabriel, la dernière nuit, le 22 août, nous sommes restés éveillés jusqu'à l'aube. Nous avons parlé de tout ce que nous avions vécu ensemble, de tout ce que nous ne pourrions jamais vivre. Au petit matin, Nathaniel m'a dit qu'il avait trouvé la réponse. Il m'a fait promettre de rester dans ma chambre, de ne sortir sous aucun prétexte, jusqu'à ce qu'on vienne me chercher. Il m'a dit que je comprendrais plus tard, que tout deviendrait clair. Dr Shelby. Et ensuite, Gabriel. Je suis remonté dans ma chambre. J'ai entendu Nathaniel fermer sa porte. Puis, plus rien. Le silence. Un silence tellement profond que c'en était effrayant. Je suis resté assis par terre, comme vous m'avez trouvé, attendant qu'il revienne me chercher, mais il n'est jamais revenu. Shérif Hollis, vous n'êtes pas sorti, même pour vérifier? Gabriel, j'avais promis. Et quelque part, je savais. Je savais qu'il était parti, qu'il avait trouvé son chemin vers quelque chose que je ne pouvais pas comprendre. Dr Shelby, vous ne nous aidez pas, Gabriel. Vous parlez par énigme. Où est le corps de Monsieur Cresswell? Gabriel, regard intense, presque fiévreux. Il n'y a pas de corps. C'est ce que vous ne comprenez pas. Nathaniel n'est pas mort au sens où vous l'entendez. Il a trouvé un moyen de partir sans laisser de traces, parce que les traces appartiennent au monde matériel, et il a transcendé ce monde. Shérif Hollis, c'est absurde. Un homme ne peut pas simplement disparaître. Gabriel, et pourtant il a disparu. Vous avez fouillé la maison. Vous avez vérifié chaque serrure, chaque fenêtre. Comment expliquez-vous cela autrement? Le silence qui suit cette question, retranscrit dans le document comme « silence prolongé », témoigne du malaise des enquêteurs. Comment expliquer en effet? L'interrogatoire continue pendant encore 2 heures, mais Gabriel ne fournit aucune autre information substantielle. Il maintient sa version. Nathaniel Cresswell a volontairement quitté ce monde d'une manière qui défie la compréhension ordinaire, et lui, Gabriel, a été laissé derrière pour témoigner de cet acte impossible. Dans les jours qui suivent, les enquêteurs explorent toutes les pistes rationnelles. Peut-être Nathaniel a-t-il ingéré un poison et s'est-il caché quelque part dans la maison pour mourir. On fouille à nouveau la demeure, on sonde les murs, on examine les planchers. Rien. Peut-être a-t-il simulé sa disparition et s'est-il enfui plus tôt, avant que Gabriel ne s'en aperçoive. Mais comment aurait-il pu verrouiller toutes les portes de l'extérieur? Et pourquoi Gabriel maintiendrait-il cette fiction alors qu'il risque sa vie? Peut-être les 2 hommes ont-ils conclu un pacte de suicide, mais seul Nathaniel l'a honoré, laissant Gabriel dans un état de choc. Mais encore une fois, où est le corps? Chaque théorie se heurte à des impossibilités logiques. C'est comme si Nathaniel Cresswell avait réussi ce que les alchimistes recherchèrent depuis des siècles, disparaître sans laisser de traces matérielles. Le 15 septembre, une nouvelle découverte relance l'enquête. Dans le grenier de la demeure Cresswell, caché sous des couvertures, on trouve un journal intime tenu par Nathaniel pendant les 3 semaines d'août. Les pages sont couvertes d'une écriture de plus en plus désordonnée, témoignant d'une descente progressive dans quelque chose. Obsession, folie, illumination mystique. Quelques extraits de ce journal, reproduits ici dans leur orthographe et ponctuation originale. 3 août. Je ne dors plus. Comment pourrais-je dormir quand chaque moment éveillé en sa présence me rappelle ce que je ne peux avoir? La société a créé un système où l'amour lui-même devient un crime quand il transgresse certaines frontières. Frontières de race, de classe, de genre. Je les ai toujours respectées, mais maintenant je vois qu'elles sont des prisons. 7 août.
Nous avons lu ensemble ce soir des passages du banquet de Platon. Gabriel a compris immédiatement ce que Socrate disait sur l'amour comme reconnaissance de l'âme sœur. Il a dit « Nous sommes les moitiés perdues l'une de l'autre, séparées par un monde qui refuse notre réunion. » J'ai pleuré. Un homme de 42 ans, pleurant comme un enfant. 12 août. J'ai consulté un 3e avocat aujourd'hui sur la procédure d'affranchissement. Il m'a regardé avec suspicion, a demandé pourquoi j'étais si pressé. J'ai inventé une histoire sur Gabriel ayant sauvé ma vie. Mensonge pitoyable. La vérité est qu'il a sauvé mon âme en me montrant qu'elle existait encore. 18 août. Gabriel m'a demandé ce soir ce qui arriverait si nous fuyions ensemble vers le nord. Je lui ai répondu honnêtement, nous serions traqués. Ma fortune, ma réputation ne compteraient pour rien. Nous serions au mieux des curiosités, au pire des criminels. Et lui, même libre, resterait marqué à jamais comme ayant appartenu à quelqu'un. Cette pensée me déchire. 20 août. J'ai trouvé un livre dans ma bibliothèque, oublié depuis des années. Un traité sur les mystiques chrétiens du Moyen-Âge. Il parle de dissolution de l'ego, de fusion avec le divin, de transcendance du corps. Et si la réponse n'était pas de fuir dans l'espace, mais dans une dimension différente? Et si l'amour était assez puissant pour créer une sortie là où il n'en existe pas? 22 août. J'ai décidé. Cette nuit sera la dernière dans ce monde de l'imitation. Je ne peux pas emmener Gabriel avec moi. Il appartient encore à ce monde. Il a une vie à vivre. Mais je peux lui montrer qu'il existe d'autres possibilités. Que l'amour, le véritable amour, ne se soumet à aucune loi humaine parce qu'il relève d'une réalité supérieure. Je vais prouver que la volonté humaine, poussée à son paroxysme, peut accomplir l'impossible. Le journal s'arrête là. La dernière page est tachée d'encre, de larmes, impossible à déterminer avec certitude. Ce document plonge l'enquête dans une nouvelle perplexité. On convoque des théologiens, des médecins aliénistes, même un professeur de philosophie de l'université de Nashville. Tous s'accordent. Nathaniel Creswell était dans un état mental extrêmement perturbé. Mais cela explique-t-il sa disparition physique? Non. Le docteur Shelby avance une théorie. Et si Nathaniel, dans un état de délire mystique, avait trouvé un moyen de se suicider qui rendait son corps indétectable? Peut-être s'est-il enfermé dans un espace confiné de la maison, un endroit que les perquisitions auraient manqué. Mais où? La maison a été fouillée de fond en comble. Les conduits de cheminée, les cavités murales, les espaces sous les planchers. Tout a été inspecté. Pendant ce temps, la situation de Gabriel devient de plus en plus précaire. Légalement, il reste une propriété de la succession Creswell. Le notaire Devreau, en tant qu'exécuteur testamentaire, a l'obligation de gérer les biens du disparu. Cela inclut Gabriel. Plusieurs acheteurs potentiels se manifestent, attirés par la notoriété du mystérieux esclave de Memphis. Bolton lui-même propose de racheter Gabriel pour le revendre à profit. Mais une complication surgit. Peut-on vendre un homme qui est potentiellement coupable de meurtre? Le shérif Hollis insiste pour garder Gabriel en détention tant que l'enquête n'est pas close. Un juge doit trancher et décide qu'en l'absence de preuves concrètes, Gabriel ne peut être indéfiniment retenu. Il fixe une date limite, le 1er octobre. Si aucune preuve n'émerge d'ici là, Gabriel sera remis aux autorités successorales et probablement vendu aux enchères. Cette décision déclenche des réactions passionnées. Des abolitionnistes du Nord, ayant eu vent de l'affaire, envoient des lettres indignées aux journaux de Memphis. Comment peut-on envisager de vendre un homme qui a manifestement été victime d'une obsession malsaine de la part de son propriétaire? Ne devrait-on pas plutôt le libérer et le laisser partir vers les États libres? Ces interventions ne font qu'enflammer davantage les tensions à Memphis. Les habitants du Sud, voilà une ingérence typique des nordistes ignorants qui ne comprennent rien à la structure sociale du Sud. Des contre-articles paraissent, défendant l'institution de l'esclavage et affirmant que Gabriel, loin d'être une victime, a probablement manipulé son maître jusqu'à le pousser à la folie ou au suicide.
Le 25 septembre, une manifestation organisée par des propriétaires d'esclaves rassemble plusieurs centaines de personnes devant le bureau du shérif. Ils réclament que Gabriel soit vendu immédiatement, de préférence vers une plantation éloignée du Mississippi ou de la Louisiane, où il pourra être mis au travail et oublié. La présence d'un esclave aussi problématique à Memphis est perçue comme une menace pour l'ordre établi. Gabriel, dans sa cellule, semble étrangement détaché de tout ce tumulte. Quand le docteur Shelby lui rend visite le 27 septembre pour l'informer de ce qui l'attend, il répond simplement « Nathaniel savait que cela arriverait. Il m'a dit de ne pas avoir peur, que tout ce qui devait se passer se passerait. » « Vous ne semblez pas comprendre la gravité de votre situation, insiste Shelby. Vous allez être vendu, peut-être à quelqu'un qui vous traitera durement. Vous pourriez finir dans les champs de coton, ou pire. Gabriel le regarde avec des yeux étrangement paisibles. Le corps peut être enchaîné, docteur. Mais Nathaniel m'a montré que l'esprit ne le peut pas. Il est parti pour prouver cela. Et moi, je reste pour en témoigner. Cette sérénité inexplicable déconcerte le médecin. Comment un homme face à un destin aussi sombre peut-il être si calme? À moins que... Une pensée horrible traverse l'esprit de Shelby. Et si Gabriel prévoyait de suivre Nathaniel dans la mort? Et si ce calme était celui d'un homme qui a déjà décidé de son sort? Il en parle au shérif Hollis, qui ordonne une surveillance constante de Gabriel. On lui retire tout objet qui pourrait servir d'arme ou de moyen de se faire du mal. Un garde reste posté devant sa cellule jour et nuit. Les derniers jours de septembre s'écoulent dans une tension croissante. Toute la ville de Memphis semble retenir son souffle, attendant la résolution de cette affaire extraordinaire. Et puis, la nuit du 30 septembre au 1er octobre, quelque chose se produit qui va transformer définitivement le mystère de Nathaniel Creswell en légende. La nuit du 30 septembre 1851 est particulièrement sombre. Un orage qui menaçait depuis l'après-midi éclate vers minuit, déversant des trombes d'eau sur Memphis. Le tonnerre gronde. Les éclairs illuminent par intermittence les rues désertes. Le garde posté devant la cellule de Gabriel, un certain Thomas Mackenzie, homme consciencieux dans la trentaine, se tient à son poste malgré l'atmosphère oppressante. Vers 1h du matin, selon son témoignage ultérieur, Mackenzie entend Gabriel parler dans sa cellule. Cela n'a rien d'inhabituel. Le prisonnier marmonne souvent, seul dans le noir. Mais cette nuit-là, les paroles sont plus claires, plus distinctes. « Je comprends maintenant, Nathaniel, je comprends ce que tu as fait. Tu n'es pas parti. Tu as simplement cessé d'être visible. Tu existes dans un pli du monde que les autres ne peuvent percevoir. » Mackenzie s'approche des barreaux, inquiet. Gabriel est debout au centre de sa cellule, les yeux fermés, les bras le long du corps. La lumière d'une lanterne proche projette son ombre sur le mur. « Je peux te sentir maintenant. Tu es ici. Tu as toujours été ici depuis le début. C'est nous qui étions aveugles. » Un éclair particulièrement violent illumine la pièce, suivi immédiatement d'un coup de tonnerre assourdissant. Mackenzie clignotille des yeux, momentanément ébloui. Quand sa vision revient, Gabriel s'est tourné vers lui. « Il m'appelle, garde. Il me dit que le moment est venu. »« Reculez du bord de la cellule », ordonne Mackenzie soudain nerveux. Quelque chose dans le regard de Gabriel a changé. Une intensité, une résolution qui n'y était pas auparavant. Gabriel sourit. Un sourire étrange, presque extatique. « Vous ne comprenez pas. Personne ne comprend. L'amour n'est pas une émotion, c'est une force. Une force capable de plier la réalité elle-même quand elle est assez puissante. » Nathaniel l'a compris. Il a utilisé cette force pour créer un espace où nous pouvons être ensemble, loin de ce monde cruel. « Vous délirez, » dit Mackenzie. « Calmez-vous, ou je devrais faire venir le shérif. » Mais Gabriel ne l'écoute plus. Il ferme les yeux, murmure quelque chose d'inaudible. Puis, d'une voix forte qui résonne dans la pièce, « Je viens, Nathaniel. Attends-moi. » Ce qui se passe ensuite, Mackenzie aura du mal à le décrire de manière cohérente. Il jurera que pendant un instant, peut-être lors d'un autre éclair, il a vu deux silhouettes dans la cellule au lieu d'une.
Une ombre supplémentaire qui ne correspondait à aucune source de lumière visible. Puis l'obscurité est revenue, et Gabriel était seul. Le prisonnier s'effondre alors sur le sol de sa cellule, inconscient. Mackenzie crie à l'aide, ses collègues accourent. On ouvre la cellule, on examine Gabriel. Il respire, son pouls est régulier, mais il ne réagit à aucun stimulus. Le docteur Shelby est réveillé en urgence et arrive vers 2 heures du matin. Il examine longuement Gabriel, ne trouve aucune cause physiologique à son état. C'est comme s'il était tombé dans un sommeil profond, presque un coma, mais tous ses signes vitaux sont normaux. Gabriel reste ainsi pendant 3 jours. Inconscient, immobile, respirant paisiblement comme quelqu'un qui fait un rêve très doux. Le docteur Shelby essaye tous les remèdes à sa disposition, sel d'ammoniac, stimulant, même l'électrothérapie nouvellement en vogue. Rien ne fonctionne. Puis, le 4 octobre au matin, Gabriel ouvre les yeux. Le shérif Hollis est immédiatement appelé. Il arrive avec le docteur Shelby et le notaire Devereaux. Ce dernier, en tant qu'exécuteur testamentaire, a des décisions à prendre concernant la propriété Gabriel. Gabriel est assis sur le lit de sa cellule quand ils entrent. Il semble différent, plus calme, plus centré. Son regard n'a plus cette fièvre troublée des semaines précédentes. « Comment vous sentez-vous » demande le docteur Shelby. « Bien » répond Gabriel. « Mieux que je ne me suis jamais senti en fait. Que s'est-il passé pendant l'orage » Gabriel réfléchit longuement avant de répondre. « J'ai rêvé. Ou peut-être que ce n'était pas un rêve. J'ai vu Nathaniel. Nous avons parlé comme avant. Il m'a expliqué ce qu'il avait fait. Comment il l'avait fait. Il m'a montré qu'il n'y a pas de mort. Pas vraiment. Juste des transitions vers des états différents de conscience. » Le shérif Hollis soupire avec exaspération. Encore ces divagations mystiques. Gabriel, écoutez-moi, demain vous serez vendu. C'est fini. L'enquête est close. Nous ne savons pas ce qui est arrivé à Monsieur Creswell, et franchement, nous ne le saurons probablement jamais. Votre seule chance de clémence est d'avouer ce que vous avez fait, où vous avez caché le corps. Il n'y a pas de corps, répète Gabriel patiemment. Nathaniel a transcendé le besoin d'un corps. Et avant que vous me demandiez comment c'est possible, je vais vous dire ce qu'il m'a montré dans mon rêve. Malgré leur scepticisme, les 3 hommes écoutent. Gabriel raconte alors une histoire extraordinaire. Selon lui, Nathaniel Creswell avait découvert dans ses lectures mystiques une technique ancienne, pratiquée par certains moines tibétains et soufis, une forme de méditation extrême permettant de séparer la conscience du corps physique. Pas de façon temporaire comme dans les expériences de mort imminente, mais de façon définitive. Une dissolution volontaire de l'enveloppe matérielle, permettant à la conscience de persister dans un état différent. Nathaniel a passé la nuit du 22 août en méditation profonde, explique Gabriel. Il avait jeûné pendant 3 jours, préparé son esprit à travers des techniques de respiration spécifiques. Au moment de l'aube, alors que je dormais dans ma chambre, il a atteint un état de conscience où la distinction entre l'intérieur et l'extérieur de son corps s'est effacée. Son corps physique s'est simplement dissous. Pas par magie, mais par un processus que la science ne comprend pas encore, mais qui existe néanmoins. C'est de la folie pure, dit Hollis. Les corps ne se dissolvent pas spontanément. Vraiment, réplique Gabriel. Alors expliquez-moi comment il a pu disparaître d'une maison entièrement fermée. Expliquez-moi pourquoi aucune trace de lui n'a été trouvée. Vous avez cherché un meurtre, un suicide, une fuite. Vous n'avez rien trouvé parce que vous cherchiez dans le mauvais paradigme. Nathaniel n'est ni mort ni vivant au sens où vous l'entendez. Il a simplement changé d'état. Le docteur Shelby intervient. Même si nous acceptions cette théorie absurde, qu'est-ce que cela change pour vous? Vous restez ici, vous allez être vendu. Gabriel sourit. Oui, mais ce n'est plus important. Nathaniel m'a montré que je peux le rejoindre quand je serai prêt. Pas maintenant. Il reste des choses que je dois faire dans ce monde. Mais un jour, quand le moment sera venu, je saurai comment franchir le même seuil qu'il a franchi. Et nous serons réunis dans un lieu où aucune loi humaine ne peut nous atteindre.
Cette déclaration plonge la cellule dans un silence glacé. Finalement, le notaire Devreau prend la parole. Et bien que vous croyiez à ces fantaisies ou non, la réalité légale demeure. Gabriel, vous serez vendu demain aux enchères publiques. J'ai fait publier l'annonce. Plusieurs acheteurs se sont manifestés. Je sais, dit Gabriel calmement, et je me soumettrai à ce que vous déciderez. Mon corps est votre propriété. Mais mon âme ne l'a jamais été, ne le sera jamais. Les trois hommes sortent de la cellule, profondément troublés. Dans le couloir, le docteur Shelby confie à voix basse au shérif. Je ne sais pas s'il est fou ou s'il a atteint une forme de paix que nous ne comprenons pas. Mais une chose est certaine, il croit véritablement à ce qu'il dit. Le 5 octobre 1851, Gabriel est vendu aux enchères publiques sur Front Street. Une foule considérable s'est rassemblée, attirée par la notoriété de l'affaire. Le jeune homme se tient sur l'estrade, calme et digne, tandis que le commissaire-priseur énumère ses qualités. Lettré, bien élevé, sans antécédent de rébellion. Les enchères sont étonnamment modestes. Malgré la beauté de Gabriel, les acheteurs potentiels semblent méfiants. Qui voudrait acquérir un esclave associé à un mystère aussi trouble? Finalement, un planteur de coton nommé Jeremiah Sutton remporte l'enchère pour $1 800, une somme très inférieure aux 6 000 que Nathaniel avait payé 2 mois plus tôt. Sutton emmène Gabriel vers sa plantation près de Clarksdale, dans le Mississippi. Le jeune homme monte dans le chariot sans résistance, sans un regard en arrière vers Memphis. Et là, l'affaire aurait pu se terminer. Un mystère non résolu, certes, mais qui aurait progressivement sombré dans l'oubli. Sauf que les 5 années qui suivent le départ de Gabriel apportent des développements étranges et troublants qui maintiendront l'affaire Creswell dans les conversations de Memphis. Première anomalie. La demeure Creswell elle-même. Après la vente aux enchères des biens de Nathaniel, la maison est mise en vente. Plusieurs acheteurs potentiels la visitent, mais tous finissent par se désister. Ils rapportent des sensations étranges, une impression de présence, des sons inexplicables, une atmosphère oppressante. En janvier 1852, un homme d'affaires de Nashville nommé Robert Brennan achète finalement la propriété à un prix très réduit. Il y emménage avec sa famille. 3 mois plus tard, il déménage précipitamment. Madame Brennan racontera à ses amis proches qu'elle entendait régulièrement des voix la nuit. 2 voix masculines conversant doucement dans des pièces vides. Son mari confirmera avoir ressenti à plusieurs reprises une présence dans le bureau qui était celui de Nathaniel. La maison changera de propriétaire 4 fois entre 1852 et 1856. Personne n'y reste plus d'1 an. Elle finira par être abandonnée, tombant progressivement en ruine. En 1858, elle sera détruite par un incendie dont l'origine ne sera jamais élucidée. Deuxième anomalie, Gabriel lui-même. Des rapports contradictoires commencent à circuler sur son sort à la plantation Sutton. Le planteur racontera que Gabriel était un travailleur étrangement compétent, effectuant ses tâches avec efficacité, mais dans un état de détachement permanent. Il était là sans être là, dira Sutton, physiquement présent, mais avec l'esprit ailleurs. En 1854, Gabriel contracte une fièvre sévère, probablement la malaria, fréquente dans les plantations du Mississippi. Selon l'infirmière qui s'occupe de lui, une esclave nommée Ruth, Gabriel délire pendant 3 jours, appelant constamment un certain Nathaniel, lui parlant comme s'il était dans la pièce. Contre toute attente, Gabriel survit. Mais après sa guérison, plusieurs esclaves de la plantation rapportent qu'il a changé. Il sourit souvent sans raison apparente, comme s'il entendait des plaisanteries que personne d'autre ne perçoit. Il se parle à lui-même, ou plutôt, il semble converser avec quelqu'un d'invisible. En septembre 1856, Gabriel disparaît de la plantation Sutton. Un matin, il n'est simplement plus là. Une recherche est organisée, des chiens sont lancés sur ses traces. On ne trouve rien. Pas d'indice de fuite, pas de traces dans la boue qui aurait dû préserver des empreintes. Comme Nathaniel Creswell 5 ans plus tôt,
Gabriel semble s'être évaporé. Jeremiah Sutton déclarera la perte aux autorités, mais sans grande conviction. « Franchement, confiera-t-il à un voisin planteur, je suis soulagé qu'il soit parti. Il y avait quelque chose d'étrange chez cet esclave. Les autres en avaient peur. Ils disaient qu'il n'était pas entièrement de ce monde. Des rumeurs persistent pendant des années. Certains jurent avoir vu un homme correspondant à la description de Gabriel à la Nouvelle-Orléans, vivant libre parmi la communauté des gens de couleur libre. D'autres le situent à Philadelphie, travaillant comme enseignant dans une école pour enfants noirs. Mais aucune de ces observations n'est vérifiée. La version la plus persistante et la plus troublante vient d'un ancien esclave nommé Abraham Washington qui, après la guerre civile, racontera son histoire à un journaliste. Washington affirme avoir travaillé à la plantation Sutton en même temps que Gabriel. Cette nuit où Gabriel a disparu, dira Washington, je ne dormais pas. J'avais mal aux dents, je marchais dehors pour me calmer. J'ai vu Gabriel sortir de sa cabane vers minuit. Il marchait vers les champs, mais pas comme quelqu'un qui fuit. Il marchait lentement, calmement, comme s'il allait à un rendez-vous. Et je jure sur la Bible que j'ai vu quelque chose. Il y avait une autre silhouette qui l'attendait à la lisière du champ. Un homme blanc, grand, qui brillait faiblement dans le noir. Gabriel l'a rejoint, ils se sont regardés, puis ils ont tous les deux disparu, pas partis en marchant, disparu, comme de la fumée qui se dissout. Ce témoignage, recueilli en 1868 et publié dans un journal abolitionniste, ravive l'intérêt pour l'affaire Creswell. Des historiens amateurs essaient de reconstituer les événements, de trouver une explication rationnelle. Ils n'y parviennent pas. Le dossier d'enquête officiel, conservé aux archives du comté de Shelby, restera ouvert jusqu'en 1885, date à laquelle il sera classé comme « mystère non résolu ». Il contient des centaines de pages de témoignages, de rapports de perquisition, de théories contradictoires. Mais aucune conclusion définitive. Un élément final mérite d'être mentionné. En 1891, lors de la démolition des restes brûlés de la demeure Creswell pour construire un nouvel immeuble, les ouvriers découvrent une chose étrange dans les décombres du bureau. Entre deux poutres effondrées, protégées miraculeusement du feu, se trouve une petite boîte en métal. À l'intérieur, un dernier message de Nathaniel Creswell, écrit sur du papier de haute qualité et daté du 22 août 1851. Le message est bref. À celui qui trouvera ceci, l'amour authentique ne connaît aucune frontière, ni de race, ni de classe, ni de genre, ni même de réalité physique. Ce que la société appelle impossible, l'amour le rend possible. Ce que la loi déclare criminel, l'amour le sanctifie. Ce que la matière semble limiter, l'amour le transcende. Gabriel et moi avons trouvé un amour que ce monde ne pouvait tolérer. Plutôt que de le renier ou de vivre dans le mensonge, nous avons choisi une troisième voie. Une voie que peu comprendront, que beaucoup condamneront, mais qui est la seule vraie liberté qui nous était offerte. Je pars en premier pour lui préparer le chemin. Un jour il me rejoindra, et nous serons enfin ensemble, dans un lieu où les chaînes n'existent pas, où les couleurs de peau n'ont aucun sens, où l'amour peut simplement être ce qu'il est, la force la plus puissante de l'univers. Si vous lisez ceci et que vous aimez quelqu'un que le monde vous interdit d'aimer, sachez qu'il existe toujours une issue. Peut-être pas celle que j'ai choisie, peut-être pas celle que vous imaginez, mais l'amour trouve toujours un chemin. Nathaniel Creswell, dernier jour de mon ancienne vie, 22 août 1851. Ce message est publié dans le Memphis Daily Appeal le 15 septembre 1891, 40 ans jour pour jour après la disparition de Gabriel. Il provoque une nouvelle vague d'intérêt pour l'affaire, mais à cette époque, presque tous les témoins directs sont morts. Les souvenirs se sont estompés, mélangés aux légendes. Aujourd'hui, l'histoire de Nathaniel Creswell et Gabriel est devenue une des grandes énigmes de Memphis. Des historiens continuent à débattre de ce qui s'est réellement passé. Suicide double avec destruction des corps par des moyens inconnus.
fuite élaborée vers une nouvelle vie ailleurs, délire partagé culminant en tragédie, ou, comme certains le suggèrent encore avec un frisson, quelque chose qui défie nos catégories habituelles de compréhension. Les archives de l'affaire peuvent être consultées aux archives nationales et dans les collections spécialisées de plusieurs universités. Chaque chercheur qui s'y plonge en ressort avec plus de questions que de réponses. Une chose est certaine. En juillet 1851, un homme blanc fortuné a payé une somme exorbitante pour acheter un jeune esclave d'une beauté remarquable. 6 semaines plus tard, cet homme avait disparu dans des circonstances impossibles à expliquer rationnellement. 5 ans après, l'esclave a lui aussi disparu de façon tout aussi inexplicable. 2 hommes, séparés par toutes les barrières que la société de l'époque pouvait ériger, unis par quelque chose d'assez puissant pour défier ces barrières. Qu'ils aient trouvé ensemble la mort, la liberté, ou quelque chose d'autre entièrement, personne ne peut le dire avec certitude. Leur histoire demeure gravée dans les registres judiciaires, les journaux d'époque, les témoignages fragmentaires, un mystère qui refuse de se laisser résoudre, une énigme qui continue de hanter Memphis 170 ans plus tard. Certaines nuits d'été, quand l'air est lourd d'humidité et que le Mississippi coule lentement vers le sud, des habitants de Memphis jurent encore entendre parfois 2 voix masculines chantant en harmonie dans le vent. Une mélodie mélancolique et belle, venant de nulle part, et d'ailleurs à la fois. Peut-être n'est-ce que le vent. Peut-être n'est-ce que l'imagination travaillée par une légende urbaine. Ou peut-être que quelque part, dans un pli de la réalité que nous ne comprenons pas encore, 2 âmes qui ne pouvaient être ensemble dans ce monde ont trouvé un moyen d'être ensemble, ailleurs. Le mystère de l'impossible esclave de Memphis reste entier, et c'est peut-être mieux ainsi. Car certaines histoires d'amour sont trop vastes, trop profonde pour être contenue dans de simples explications rationnelles. Cette histoire vous a-t-elle fait frissonner? Croyez-vous que tout a vraiment été révélé? Laissez votre théorie dans les commentaires ci-dessous. Abonnez-vous à cette chaîne pour découvrir d'autres mystères historiques qui défient l'explication. Et partagez cette vidéo avec tous ceux qui, comme vous, sont fascinés par les zones d'ombre de l'histoire. Certains mystères ne sont pas destinés à être résolus, mais simplement à nous rappeler que la réalité est souvent plus étrange que tout ce que nous pouvons imaginer.